bienvenue chez Maris Consulting, Anthony Fouquet. Euh, Tu pratiques depuis la fin de tes études la théorie des contraintes depuis une dizaine d'années, avec beaucoup de succès, plein de beaux résultats et tout ça. Mm. Plus récemment, tu t'es intéressé à quelque chose qui s'appelle le Demand Driven MRP ou DDMRP. Mm. Est-ce que tu peux m'expliquer comment t'en es venu là? Oui, alors déjà merci de me recevoir Philippe. J'en suis venu au DDMRP un peu comme à la théorie des contraintes, un peu par hasard. C'est lié en fait un peu à une frustration que je pouvais avoir de la théorie des contraintes, mais qui était aussi présente dans la démarche Lean. C'est que souvent les praticiens du Lean ou les praticiens même de la théorie des contraintes avaient des avis relativement négatifs sur l'ERP. C'est-à-dire qu'on entendait parfois bannissez l'ERP, oubliez, enfin voilà, l'ERP ça sert à rien. Il y avait quand même, il existe, qui est peut-être pas majeur, mais qui est quand même bien présent, un courant qui dit voilà, l'ERP et la théorie des contraintes, l'ERP et le Kanban, ça fait pas bon ménage, et donc il faut essayer d'éviter de faire les deux ensemble. Pourtant, beaucoup d'entreprises ont un ERP. Oui, mais la plupart des entreprises ont un ERP qui est cher, difficile Et on à va pas installer. citer de produits particuliers. Non. Chacun a le sien, C'est souvent ça. le même. Souvent le même, voilà, c'est ça. Et généralement, personne n'en est vraiment content. Mais voilà, c'est un des grands classiques. Et donc, en partageant cette frustration en fait avec un certain nombre d'individus, il y a des gens qui ont pointé du doigt en fait une autre méthodologie qui s'appelle le DDMRP, donc le Demand Driven MRP. Qui permet en fait justement de combiner un peu tous ces éléments-là. C'est-à-dire que le principe du DDMRP, c'est de prendre en fait les forces de la théorie des contraintes, du Lean, du Six Sigma et du MRP, de combiner tout ça ensemble et d'arriver en fait à une solution qui permet de mieux améliorer les flux en fait. Ok. Tu peux m'expliquer à ma belle-mère qu'est-ce que c'est le DDMRP? Oui, je vais essayer. Donc, un des constats en fait de nos supply chains, c'est que souvent elles sont en retard, les cycles sont trop longs, et les prévisions sont pas fiables, etc., etc. Ces trois constats, je pense qu'on peut partager du point de vue d'une supply chain. Le principe du DDMRP en fait consiste à mettre des buffers et non pas des stocks de sécurité, des buffers à différents endroits clés de cette supply chain qui vont permettre en fait d'absorber certaines variations. Une analogie qui me plaît bien, c'est la course de relais. Finalement, quand vous regardez des relayeurs s'échanger le bâton, en fait, ils font ça en fait à l'intérieur d'une certaine zone. Ils le font à une certaine vitesse. Et en fait, si vous regardez une course de relais en détail, et notamment vous essayez vous la regardez au ralenti, vous allez vous rendre compte en fait que les 8 coureurs qui vont réceptionner le bâton partent pas forcément en même temps, sont pas toujours dans la même position, vont pas à la même vitesse et vont pas s'échanger le bâton au même endroit. Et en fait, partant de ce constat-là, je me suis dit, tiens, c'est rigolo parce que nos supply chains font exactement le contraire avec leurs fournisseurs. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demande à nos fournisseurs, c'est de nous livrer une date précise, à un cycle donné, à un endroit précis, etc., etc. Donc si j'essaye en fait d'essayer de vous résumer le DDMRP, ça va consister en fait à amortir ou temporiser en fait toutes ces variations. Parce qu'en fait la seule raison pour laquelle ces relayeurs ont besoin de cette zone, c'est pour s'échanger de bâtons dans de bonnes conditions. Essayez d'imaginer en fait une course de relais 4 fois 100 mètres qui se fait en 4 fois 8 secondes, 4 fois 10 secondes, peut-être un peu plus, où en fait chaque coureur-receveur en fait va rester figé en attendant que le coureur arrive. Et ben, il risque d'y avoir des chutes. C'est une belle analogie. C'est ça. Et donc le principe du DDMRP consiste justement en fait à avoir ce type de buffer à certains endroits clés pour absorber ces variations. Il y a cet élément dedans, il y a beaucoup de choses, hein, c'est difficile de résumer très brièvement, mais pour moi il y a une autre chose qui est vue de très loin, est la chose suivante. Le système d'origine, le MRP, Material Requirements Planning, né, pour simplifier, dans l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, était conçu pour une autre époque avec des demandes beaucoup plus stables. Et on trouve dans ce système, par exemple, son vocabulaire, sa manière de regarder les choses, où il identifie, par exemple, la demande annuelle de tel ou tel objet, par exemple.
Moi, ce que je vois dans ce Demand-Driven MRP, c'est quelque chose qui est, et c'est normal parce que conçu beaucoup plus récemment, quelque chose qui est mieux adapté à un monde où il faut aller de plus en plus vite, avec effectivement des prévisions de vente ou de besoins de moins en moins fiables. Il y a... En fait, c'est ça, il y a 30 ans, on était dans vraiment, on pousse le flux, on promulgue le produit, et aujourd'hui, en fait, on est plus à essayer de tirer la demande, à la protéger et à promouvoir ensuite. C'est ce que disent les gens du DDMRP, on passe de push and promote à pull, protect, voilà le type de raisonnement en fait qu'on a. Donc on essaye vraiment en fait de tirer la demande, ce qui implique vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans le DDMRP, l'utilisation de la prévision, elle est complètement bouleversée. C'est-à-dire que dans le DDMRP, on va utiliser la prévision uniquement à un moment donné pour définir la taille du buffer. Mais on ne l'utilisera pas dans un process de décision quotidienne. Si on regarde notre MRP classique, en fait, on utilise la prévision pour passer les commandes, pour faire des choix de taille de lot, etc., etc. Donc le DDMRP prend vraiment le contre-pied de ça. Donc il est beaucoup plus à l'aise avec l'incertitude de toute nature, aussi bien de prévision que de fiabilité de telle partie du flux. C'est ça, vous n'êtes pas obligé, alors c'est vrai que j'ai parlé des fournisseurs, mais vous n'êtes pas obligé de protéger en fait la partie fournisseur de votre supply chain. Vous pouvez aussi très bien protéger des postes en interne, le DDMRP s'applique aussi dans des flux de distribution. Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments. Ça prend vraiment le contre-pied de beaucoup de choses, encore une fois le DDMRP, puisque ça fait aussi appel en fait à d'autres utilisations de l'indicateur performance en fait. D'accord. Alors donc le DDMRP est récent, même s'il a maturé pendant longtemps avant d'en arriver là, même si je simplifie. Il a émergé vers 2010 et vraiment éclos en tant que tel, porté en 2014 en fait, fortement, avec quelques cas réussis juste avant pour le lancement. Donc tout ceci est récent. Pourtant, plusieurs entreprises de par le monde l'ont mis en œuvre avec beaucoup de succès. Ça marche bien. Quel genre de résultats on peut obtenir avec ça? Bon, alors, encore une fois, ça dépend de l'endroit où vous le mettez en œuvre, mais par exemple, si vous le mettez en œuvre avec votre supply chain, qui est quand même l'endroit le plus sain pour commencer, vous pouvez quand même assez vite améliorer la disponibilité de vos composants. Ce qui fait que ça peut vous éviter en fait certaines ruptures dans vos chaînes d'approvisionnement. Un autre élément où vous progressez très vite avec le DDMRP, c'est qu'effectivement, comme vous êtes en train de synchroniser tous vos flux ensemble, le stock finit par baisser, puisque comme vous avez plus de pièces disponibles, finalement, vous consommez davantage ce stock pour le vendre. Donc souvent, un des effets qu'on voit rapidement, c'est une meilleure synchronisation des flux qui permet de consommer en fait le flux de matières premières. Et ensuite, une des conséquences, c'est la réduction des lead time. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour résumer tout ça, il y a vraiment un livre en fait qui fait ça très bien. Ça s'appelle Demand Driven Performance Using Smart Metrics de Debra Smith et Chad Smith, qui est vraiment en fait un très bon livre qui a le mérite au tout début de resynthétiser très vite ce que c'est le DDMRP, de parler des indicateurs de performance, puisque un des effets, c'est que la manière de faire votre activité va aussi être relativement bouleversée, parce que vous allez là aussi avoir du cash via la baisse de stock, des lead time plus courts, donc ça veut dire que votre marché va changer, donc il va falloir probablement revoir certaines pratiques là aussi dans vos process de vente, dans les process de recherche en développement notamment. Et à la fin du à la fin du livre, il y a aussi une explication un peu plus détaillée avec des cas concrets de ce qu'est le DDMRP. Après, il y a un autre roman qui est Le Horlicky, qui lui est un livre un peu plus théorique, un peu plus indexé sur vraiment toutes les méthodes de planning qui existent depuis 30-40 ans. Et le dernier chapitre du livre Horlicky explique vraiment en détail toute la solution des DMRP. Donc pour vraiment la solution technique, le Horlicky est bien. Pour la solution, j'essaye de comprendre ce qui se cache derrière le mot DDMRP et ses éventuelles implications sur l'activité. Ce livre-là est vraiment très intéressant. Et peut-être aussi une des lettres de noblesse ou un des éléments qui montre l'importance qui est accordée à ces idées, c'est que le Horlicky
quelque part une des Bibles ou la Bible du monde du MRP, et que cette Bible est maintenant son dernier tiers consacré au DDMRP montre le sérieux qui lui est accordé par la communauté. Oui, parce que je crois qu'il y a quand même un constat, c'est le fait de se dire qu'aujourd'hui le monde a quand même beaucoup changé depuis 40 ans et que garder le MRP, enfin je veux dire peu importe le RP que vous avez installé, globalement le calcul des besoins est resté le même depuis 40 ans. Exactement, donc il y a un besoin identifié de changer quelque chose. Donc effectivement je crois que tout le monde a l'intuition qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond à travers les MRP classiques, et donc je pense aussi que c'est pour ça que le succès du DDMRP va arriver, ou est déjà en train d'arriver, puisque de toute façon il y a quand même beaucoup de cas d'implémentation relativement sérieux un peu partout dans le monde aujourd'hui. Alors je suis anglais, donc j'ai l'excuse de ne pas bien maîtriser le français. Et j'aimerais que tu nous expliques quelque chose d'amusant dans les premières choses qui sont dites à propos du DDMRP. C'est qu'on comprend vite qu'on a un problème avec la manière dont on gère son flux, ses stocks, etc. Parce que régulièrement, quand on regarde sur un sujet donné, le profil de ces stocks, on en a soit beaucoup trop, soit on est en rupture et on n'en a pas assez. Et ce qui montre qu'il y a un effet de balancier assez étonnant, qui montre le malaise du système de pilotage. Et il y a une remarque connexe qui est en anglais stock is an asset and a liability. Oui. Tu peux commenter tout ça pour ta belle-mère? D'accord. Alors oui, pour reprendre ce que tu dis, donc effectivement, si on prend la courbe du DDMRP, en fait, on est face à une courbe en fait à deux pics. La première, on a un pic où il manque toujours la fameuse pièce en fait qui nous pose problème. Donc là, on a beaucoup de cas de composants finis dans ce cas-là. Et puis malgré le fait qu'il nous manque une seule pièce, on a toujours tout un tas d'autres pièces où on en a à peu près 10 fois trop. Donc voilà. Et c'est vrai que quand on parle de asset et reliability, je ne suis même pas sûr d'ailleurs de la bonne traduction entre de l'actif et du passif, voilà. Souvent le dilemme dans lequel on se trouve, c'est est-ce que le stock c'est un actif ou est-ce que c'est, comme peuvent le dire les gens du Lean, en fait un passif, un déchet ou un MUDA. Ce que dit le DDMRP, c'est que justement ce qu'on va faire avec ces deux courbes, on va essayer de les rapprocher les unes des autres, c'est-à-dire qu'on va essayer, plutôt que d'avoir deux courbes éloignées, d'en avoir qu'une seule avec vraiment une zone dans laquelle on a à peu près la bonne quantité de pièces. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de chercher le fait d'avoir 50 pièces A exactement, on est toujours en train de chercher d'avoir entre 40 et 60 pièces, par exemple. Et en fait ça c'est là où on commence non plus à considérer le stock comme un MUDA, mais comme un actif, parce qu'effectivement le fait d'être sur cette courbe un peu centrale fait qu'on a nos composants beaucoup plus disponibles, et le fait que ces composants soient disponibles, ils peuvent générer des ventes, et le fait qu'ils peuvent générer des ventes fait que ce stock en fait est absolument pas un MUDA, un déchet ou quoi que ce soit. Oui, si je me à nouveau pour la version extrêmement réductrice de la chose, déclarer que tout stock est un passif, un MUDA, etc., est un peu dangereux, parce que je prends le simple geste d'aller au supermarché et acheter un paquet de cacahuètes. Le moment où je mets la main dessus et que je le prends, c'était bien pour la société un actif, puisque c'est ça qui a déclenché la vente. Il n'y aurait pas eu le paquet de cacahuètes, je n'aurais pas acheté. C'est sûr. Donc je crois que les gens, effectivement, on le voit parfois, je crois que tu as eu aussi des expériences où, à force d'essayer de minimiser des stocks, on ne se rend pas compte qu'il y a bien des endroits où on en veut un peu. Effectivement, faut faire très attention, parce que la tendance générale à travers toutes les industries, c'est quand même d'en avoir beaucoup trop, donc un truc en pic. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut considérer que c'est toujours négatif. Ça, c'est pas parce qu'on a trop de stock qu'il faut viser le zéro stock, en fait. C'est exactement ça. Oui, non, c'est très dangereux en fait de faire ça. Surtout qu'en plus, généralement, on va vouloir faire du zéro stock à des endroits très faciles pour montrer en fait qu'on le fait bien, quoi. Enfin, il y a des entreprises dont je tairai le nom qui parfois ferment la réception en fin d'année pour clôturer les comptes, et en fait, ça donne effectivement l'impression de faire baisser les stocks, hein. Enfin, oui. Et on revient encore sur l'indicateur. Oui. Je vais faire le méchant anglais qui se moque de la France, mais en général, les idées nouvelles qui viennent comme celle-ci des États-Unis, ça prend entre 10 et 15 ans avant d'apparaître.
Pour cette fois-ci, le DDMRP, la France est un pays précurseur, me semble-t-il, d'après le nombre de certifiés, de pratiquants, de cas. Donc c'est bien, c'est quelque chose qui déjà, malgré son tout jeune âge, commence à être une réalité avec de nombreux succès en très très peu de temps finalement. Au lieu d'avoir mis 10 ans, on a mis 2 ans, ce qui est déjà pas si mal par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude, effectivement. Et oui, il y a beaucoup de sociétés, beaucoup de cabinets qui sont en fait dans cette phase des DMRP. En plus, là où c'est agréable, c'est que la méthodologie qui est proposée, c'est d'abord de la formation. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans venez voir le dernier outil à la mode, on explique aux gens les fondamentaux erronés du monde dans lequel on est aujourd'hui par rapport au monde d'avant. Ensuite, on va vers la solution des DMRP et ensuite la formation explique comment on implémente ça. Ce qui fait que rapidement, il y a des entreprises qui peuvent très vite installer quelques principes de base qui se cachent derrière le DDMRP sans pour autant rentrer dans une méthodologie absolue et complète du DDMRP en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, je vois très bien. Je sais pas, je vais toujours donner des noms de produits, etc. Mais un tableur, par exemple, Excel, est tout à fait suffisant pour mettre en œuvre la logique. Alors, ce qui est vrai avec le... Pour les voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour des petits cas où vous voulez tester un peu la logique, oui, le tableur peut faire l'affaire. Par contre, dès que vous allez vouloir étendre le système, clairement, le tableur, faut pas y aller parce que sinon vous allez, après tout dépend de l'efficacité en fait que vous considérez dans vos feuilles Excel, mais en général la plupart des feuilles Excel contiennent des erreurs, donc commencer à vouloir gérer une entreprise à travers une feuille Excel, c'est quand même un jeu relativement dangereux, quoi. Donc, on se connaît depuis un certain temps. Quand on s'est rencontrés initialement, le DDRP n'existait pas. Je sens que tu es très excité. Pour toi, ça a été un grand moment de découvrir tout ça. Et tu en es au début de ton parcours, mais tu es très enthousiaste, me semble-t-il. Oui, parce qu'en fait, c'est une des hypothèses de départ derrière le DDMRP. C'est pas la TOC a raison, le Lean a raison, le Six Sigma a raison, et finalement le MRP c'est nul, ou finalement le MRP c'est bien. C'est qu'une des hypothèses de départ, c'est de dire on va prendre ce qu'il y a de bien dans chacune des disciplines, on va essayer de regrouper tout ça ensemble. Et même du point de vue, ne serait-ce que de l'humain, c'est quand même très, très sympa de travailler tiens, on prend le meilleur des uns et des autres pour créer quelque chose d'encore plus grand, que plutôt de se dire on choisit cet outil-là parce que l'autre il est plus joli ou l'autre il est moins bien, etc. etc. Donc ce serait quasiment quelque chose qui serait capable de réconcilier l'ERP avec tout ce que ça représente, avec le Lean, la Six Sigma, la TOC. Vraiment, oui. Il y a vraiment, quand vous faites une formation DDMRP avec des gens du Lean, de la TOC, quand il y en a, et du Six Sigma, chacun va vous dire en fait, ah mais ça je reconnais, c'est mon histoire dans le Lean Manufacturing. Le gars du Six Sigma va vous dire, ah oui je reconnais ça, le calcul des buffers, vous vous inspirez du Six Sigma. Puis le gars de la théorie des contraintes va vous dire, bah oui, votre histoire de buffer c'est le DBR de la théorie des contraintes, quoi. Donc et c'est vrai que ça, plutôt que de se dire ah bah tiens ça c'est meilleur que l'autre, en fait chacun retrouve quelque chose dans sa discipline et comprend le lien avec l'autre discipline. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très écologique au sens humain du terme, c'est-à-dire qu'on n'est plus en train de se battre entre nous pour savoir lequel des quatre a raison, on est plutôt essayé en train de voir comment changer ça. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de faire du DDMRP pour faire du DDMRP, c'est un vrai projet de transformation derrière, quoi. Le fait que vous allez réduire vos stocks, améliorer votre taux de service, libérer de la capacité fait que vous allez changer probablement votre business model, quoi. C'est-à-dire le fait de livrer plus à l'heure, en général, ça change un peu votre marché, quoi. Bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi, Philippe.